Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast de la deuxième année. On a avec nous autres pour l'occasion un auteur qu'on reçoit pour la première fois pour présenter son livre, mais pas la première fois au pod de lecture, et c'est Alain Lafont qui vient nous présenter Le Facteur Vorlon, qui sort justement dans une semaine. Donc, pour chroniquer ce livre, on va avoir l'auteur Lolita Leblanc, qui vient pour la première fois participer au pod de lecture. On est content de la recevoir. Et en invité spécial, Alain Leclerc, que vous reconnaîtrez donc aussi. Bonjour Alain, bonjour Lolita, bonjour Alain. Allô. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. On va commencer avec la chronique de Lolita sur le facteur Vorlon. Regardez la couverture comme elle est magnifique. Donc, Lolita, pour la chronique du facteur Vorlon, c'est à toi, Lolita. Premièrement, j'ai eu l'honneur d'être bêta-lectrice pour Alain, et c'est pas quelque chose que je fais normalement. Manque de temps, manque de confiance peut-être, parce que une chronique pour moi, c'est quelque chose d'assez gros, d'assez énorme, puis ça demande une grande preuve de confiance de l'auteur pour te demander de faire une chronique. Alors, j'avais déjà lu par le passé les Dreamwalkers d'Alain. Puis, on a une particularité toutes les deux, c'est qu'on rêve ce qu'on écrit. Fait que là-dessus, on connaît. Mais le facteur Vorlon, ce que j'ai aimé, là, pour l'instant, vous allez avoir le tome 1, mais moi, j'ai eu la chance de lire les 2 tomes. Fait que je sais vraiment où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui nous propose, vers où il nous dirige. Alain, il a une particularité quand il écrit des livres, c'est que il nous sort de nos zones de confort. On s'attend à lire un livre de science-fiction, mais finalement, c'est du fantastique. Mais finalement, c'est du thriller. Mais là, ça revient dans le science-fiction, mais c'est du fantastique. Fait que là, tu as un mélange de 3 styles qui se marient très bien, qui s'emboîtent une l'autre, puis qui nous arrivent avec des thèmes, des images, des sujets qu'on connaît, mais qui sont différemment exploités. Il arrive avec comme au travers du livre, à un moment donné, il va parler d'une matière noire, puis elle est mystérieuse, elle va tenir l'histoire en haleine du début à la fin. Les personnages sont forts, les personnages sont bien exploités. Autant on va aimer au début certains personnages qu'à la fin, tout change. Ceux qu'on aime, on va les détester. Ceux qu'on déteste, on va les aimer. Fait qu'Alain, il y a cette facilité-là de désarçonner le lecteur sur la première image qu'on se donne des personnages. Fait que c'est une grosse force chez lui que j'admire. Puis il me l'a déjà dit, c'est une chose qu'il faut travailler. Puis moi, je trouve ça fascinant, il le fait naturellement. En gros, le livre, moi, j'avais fait un genre de retour de lecture pour Alain. Je vais vous le lire, ça va vraiment résumer qu'est-ce que je pense sur ce fabuleux voyage qui est le facteur Vorlon. Alors, j'y vais. Mia, de 9 ans, psychologue, se réveille irradiée de douleur, comme si son corps se reconstituait. Elle expérimente toute la souffrance de sa renaissance et de sa création en une seule épreuve. Cette reconstitution est si atroce qu'elle devra réapprendre à parler, à bouger, à manger, à s'exprimer, quasi à respirer. Où a-t-elle atterri? C'est là que l'histoire commence. C'est là que le punch arrive, puis on se pose des questions. C'est-tu un rêve? C'est-tu la réalité? C'est-tu vraiment ce qu'elle vit? Qui sont ces autres autour d'elle qui affirment avoir vécu les mêmes tourments sous diverses intensités? Quel est cet endroit sans issue qui dégage une telle malveillance? On se sent constamment surveillé. On dirait que les murs nous observent. On dirait que les plafonds nous écoutent. On dirait que ça se passe dans la tête des autres. Fait que tous les personnages se posent des questions tout le long de l'aventure, du début à la fin. C'est ce qui fait que le thriller est en crescendo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça lâche pas. À chaque fois que ça avance, on dit, bon, à un moment donné, il va y avoir du répit, là. Ils vont se reposer un petit peu, mais il n'y en a pas de répit. Fait que là, ce qui fait que le lecteur est sur le bout de sa chaise puis qui dévore les pages, parce que même si c'est une brique, tu la vois pas passer, la brique, là, tu te demandes. Je suis déjà rendu là. Voyons donc, j'ai passé au travers. Dans ce roman, ce que j'aime, c'est que Mia va se retrouver avec un groupe d'inconnus, dont certains vont être hostiles, d'autres suspicieux, puis quelques-uns facilement manipulables qu'elle va croire. Mais tout le long que ça va continuer l'histoire, les manipulables sont pas si manipulables que ça, puis les manipulés vont peut-être te manipuler. Fait que tout se joue. On a vraiment la psyché des personnages qui se vire tout le long de l'histoire. Ça se tourne de bord à chaque moment.
Puis plus tu découvres de leur passé, plus tu découvres d'où ils sortent, tu te dis, mais voyons donc, qui a été chercher ça, lui? Il l'a rêvé, hein? Fait qu'en l'ayant rêvé, ben, il est capable de se mettre dans la tête des personnages. Puis autant il va être le salaud de l'histoire, qui va être la victime, qui va être la persécutée, qui va être celle qui a de l'espoir. Il est capable de se mettre dans les chaussures, puis de complètement sortir ce qui sort de la tête. Fait que nous, on vient tout mêler, mais mêler dans le sens de on se trompe sur nos pronostics. On s'imagine qu'il va arriver, qu'il va nous emmener à tel endroit, puis c'est pas tout. C'est pas ça du tout. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est vraiment un livre qui nous tient en haleine. Puis moi, ce que j'aime dans ce roman, c'est que ça pourrait paraître long, ça ne l'est pas. On voit pas les pages. C'est pas un obstacle, même si c'est gros. C'est plutôt comme la glace qui fond à la sueur de votre captivité. Vous êtes captivé par le livre. Fait que plus vous suivez de ce qui se passe, plus vous êtes captivé, plus vous vous embarquez dans l'histoire, puis plus vous apercevez que la brique abaisse, la brique abaisse, la brique abaisse, la brique abaisse, puis finalement, ben, vous les avez jamais vus venir, les punchs, parce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire. Fait depuis ma lecture de la trilogie d'Alain, je suis une fan inconditionnelle de ce qu'il écrit. J'ai même lu un petit livre qu'il a fait, qui est l'histoire avant Dream Walker, là. C'est un petit privilège que j'ai eu pour me donner un aperçu de ce qui s'est passé avant. Puis peut-être que je pourrais avoir la même affaire, ce qui s'est passé avant le facteur Vorlon, je l'espère. Comment est montée l'histoire, comment est né ce fameux facteur Vorlon-là. Parce que dans le premier livre, lorsque le professeur, le docteur Vorlon, atterrit dans l'histoire, qui nous laisse avec les dernières phrases, que c'est l'histoire de sa vie, c'est salaud, finir comme ça en tome 1. C'est très salaud, mais ça donne le goût pour la suite, et moi, je sais ce qui s'en vient. Fait que tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre-là, il va faire un tabac. Quand les gens vont l'avoir entre les mains, ils vont en parler, ils vont avoir le goût de découvrir encore plus sa plume pour ceux qui n'ont pas lu ce qu'il a écrit avant. Ils vont avoir envie d'aller plus loin parce qu'Alain nous pousse toujours plus loin. Fait que moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un modus de beaux moments. C'est vraiment une lecture que je vous recommande. Alain a un vocabulaire extraordinaire. Ça, je le dis à chaque fois que je le lis. Il a une plume, moi je l'appelle le maître. Mais c'est vraiment une découverte extraordinaire. Je vous la recommande les yeux fermés. Ça sera tout pour moi, pour l'instant. Merci, Lolita, pour ce beau message qui donne vraiment envie de le lire. Alain Lafont, comment t'attendais-tu à ça? Mais toi, tu as déjà eu son retour? Oui, j'avais déjà lu son retour en partie, pas avec cet enthousiasme-là. J'ai lu un texte, mais j'avais pas tout le non-verbal qui allait avec. Là. C'est sûr que Lolita, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus au niveau de l'inspiration, au niveau de la façon d'écrire, des choses comme ça. Donc, je suis content qu'elle l'ait apprécié. T'étais nerveux quand tu me l'as envoyé? Ben, parce que tu m'as dit que c'est complètement différent de ce que j'écris d'habitude, c'est vrai, c'est différent. C'est différent, mais il y a... Comment je pourrais dire ça? Les Dreamwalkers m'ont mis... Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit à propos des Dreamwalkers que c'était l'œuvre d'une vie. En sous-entendant que c'était un coup de chance et que je n'atteindrais jamais ce niveau-là de nouveau. Mais cette personne s'est trompée. Mais ça met une méchante pression quand on écrit. Oui, quand même. J'étais un peu nerveux parce que la barre était extrêmement haute. Ben, t'as réussi, mon ami. Vraiment, vraiment, vraiment. Coup de chapeau. Merci. Ben là, on va entendre l'avis je vais le déplacer, on va entendre l'avis de Alain Leclerc, qui a aussi eu la chance de lire le facteur Vorlon avant tout le monde. Donc, on va te mettre en avant, Alain, et c'est à toi de nous donner tes commentaires. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touché, puis en même temps, super content d'être avec vous ce soir. Moi, c'est un truc que j'ai écrit. J'espère que je ne serai pas trop barbant après l'enthousiasme de Lolita, mais ça va comme suit. T'es jamais barbant, Alain. Le facteur Vorlon, partie 1 de Alain Lafont. Moi, j'ai lu que la première partie, en fait, qui est une superbe mise en bouche.
Donc, la première impression est souvent la bonne. Avec le facteur Vorlon, Alain nous plonge in media res dans une histoire insolite. Séduit par l'intelligence et l'originalité du récit, je me suis laissé tranquillement plonger dans ce huis clos qui navigue habilement entre la science-fiction, le rêve éveillé et l'urgence de la quête de ses protagonistes aussi variés que bien typés. Je rejoins un peu ce que Lolita disait tantôt. Donc, dès les premières lignes, une femme se matérialise dans un lieu étrange, claustrophobique, encadré par des murs de matière noire qui attirent et exacerbent les pires secrets enfouis des protagonistes. Ce roman choral, ou presque, navigue habilement à travers les ressentis de ces divers personnages coincés dans ce huis clos singulier. La quête de Mia et de ses acolytes pour découvrir pourquoi et comment en sont-ils arrivés dans cette geôle dantesque, et surtout leur recherche constante pour découvrir comment s'en évader avant qu'il ne soit trop tard, les mèneront dans des luttes de pouvoir semées d'embûches autant externes qu'internes, jusque dans les tréfonds de leurs propres âmes, pour trouver des débuts de réponses troublantes à leurs étranges déconvenues. Le facteur Vorlon est aussi un récit fantastique dans tous les sens du mot. Je ne suis pas le public cible de fantasy pure ni de récits de science-fiction, mais je dévore les histoires originales aux personnages bien typés, rédigés avec intelligence et qui sondent les travers de l'âme humaine. Et ici, Alain Lafont n'a jamais laissé tomber le lecteur, exigeant que je suis. Toujours 2 coups d'avance, il manie habilement les descriptions, les effets dramatiques, les introspections, le réel et l'imaginaire pour me plonger dans un univers riche et profondément humain. Le récit s'apparente à l'expérience de Milgram, pour ceux qui connaissent un peu la psychologie sociale ou les expériences de psychologie sociale, extrême, si on veut, dans un monde parallèle où tout peut basculer à n'importe quel moment. Avec le facteur Vorlon, qui est la première partie d'une histoire, qui revampe le genre et vient s'ancrer dans un terreau rarement exploité, celui du récit qui peut se targuer d'être à la fois une histoire de science-fiction originale et un thriller psychologique rondement mené. On y trouve son compte à plusieurs niveaux, tant au niveau de la forme que du fond. Bravo Alain. Ce nouveau départ remplit largement ses promesses et ouvre habilement la porte à la suite qu'on ne peut que souhaiter avec impatience, parce que moi, je n'ai pas lu la suite. Si vous aimez les récits, exactement. Si vous aimez les récits ingénieux, habiles, émouvants et intrigants, vous devez lire Le facteur Vorlon. J'admire Alain Lafont, l'humain, et une fois de plus, je suis un lecteur comblé par la richesse, la profondeur et l'originalité de ce nouveau récit qu'il nous propose enfin. Voilà, c'était mon ressenti. Merci Alain. Wow, Alain, merci Alain Leclerc. Alain Lafont, t'es gâté ce soir en commentaire extraordinaire. Je pense que les auditeurs qui vont écouter le pod de lecture auront pas le choix de se garrocher sur ce roman-là. Donc, absolument. Je vais t'amener plus en avant, Alain. Et voilà. C'est à ton tour de nous commenter ton ressenti maintenant, là. Un grand merci. J'étais pas mal sûr que l'histoire plairait. Elle me plaît. Il y a quelqu'un qui a demandé sur un groupe qu'est-ce qui nous pousse à écrire. Moi, ce qui me pousse à écrire, c'est d'écrire des histoires que les autres n'ont pas écrites, des histoires qui n'appartiennent qu'à moi jusqu'à temps que je les couche sur papier, et des histoires qui me plaisent suffisamment pour que j'ai le goût de les partager ensuite. Pardon. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire Le facteur Vorlon. C'est un livre, comme Alain le dit, comme Lolita l'a dit, qui se situe un peu à cheval entre le fantastique et la science-fiction. J'ai eu l'occasion... Et le trailer, ça, toujours le suspense, ça fait partie de ma plume, de ma façon d'écrire. Donc, ça, c'est sûr. Puis j'ai comparé ça un peu à un bonbon. L'enrobage et la science-fiction, il y a un contexte de science autour, mais l'histoire, la psychologie, les craintes, la paranoïa, tout ce qui se passe au niveau personnel, c'est dans le psychologique et le fantastique. On sent l'hostilité, on sent la menace qui plane, la chose qui approche, la chose qui est hostile. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai apprécié les commentaires, Lolita, Alain.
fait vraiment plaisir et ça fait vraiment plaisir de vous voir là ce soir. C'est un moment que je suis content de pouvoir partager avec vous également. On est choyés aussi de pouvoir le partager avec toi. Merci de ta confiance, de nous proposer de lire ton livre avant les autres. C'est quand même une grosse marque de confiance. Moi, je trouve que la barre était haute pour être à la hauteur de ce que je pouvais rendre sous mon ressenti. Mais c'est tellement agréable de plonger dans des histoires inattendues comme ça, puis d'en ressortir, non pas satisfait, mais plus que ça, ébranlé, puis même pas rassasié, parce qu'on en veut encore plus. Fait que je trouve que quand on en veut encore plus, puis qu'on est ébranlé en même temps, ben c'est parce que tu as réussi ton coup, mon Boilin. Bizarrement, paradoxalement, tu dis c'est une grande marque de confiance. Moi, je le vois d'une autre façon. C'est une marque de confiance de moi envers ceux à qui je passe ce récit-là comme bêta-lecteur, parce que je ne donne pas mon manuscrit à un bêta-lecteur pour me faire dire c'est bon. Si je le passe à quelqu'un pour qu'il le lise, pour moi, c'est une responsabilité dans un sens. C'est parce que je sais que la personne, s'il y a des faiblesses, son objectif, c'est de les soulever. Son objectif, c'est de les dire. Et je suis extrêmement ouvert. Là-dessus, je ressemble, je pense, à vous trois. Je suis extrêmement ouvert aux commentaires constructifs qu'on peut me donner. Absolument. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ce qui nous fait grandir. Donc, j'avais confiance dans toutes vos opinions. Lolita, elle l'a eu vraiment à l'avance. Là. Elle l'a eu avant même que... L'année passée. Avant même le processus d'édition. Alain, c'est un petit peu plus récent. Alain n'a pas lu la deuxième partie parce que vu les délais, je lui ai donné ce qui s'en venait là, le 31 octobre. La seconde partie, par contre, c'est la conclusion. C'est pas une saga. La seconde partie, c'est la conclusion et elle arrive prévue le 15 mars. OK, donc il va sortir. Oh, ben OK, si Lolita l'a déjà lu, c'est parce que tu l'as écrit d'un trait, si je me trompe pas. Il a été écrit d'un trait. Ça fait 3 ans qu'il est terminé d'écrire. Pour ceux qui me connaissent, j'avais eu une hernie discale massive au niveau du cou, donc ça a été une écriture qui a été extrêmement longue, extrêmement pénible au niveau physique. Et bon, là, la pandémie est arrivée, j'ai eu mon hernie discale. Je veux dire, même si le livre avait été publié par mon éditeur, j'aurais été incapable de faire la moindre promotion, je pouvais pas être à l'ordinateur. Ces années-là, pour moi, le confinement a commencé 1 an avant la pandémie, là, c'est pas compliqué. Fait que j'ai pas fait de pression pour publier quelque chose que je pourrais pas faire la promotion de toute façon. Mais le livre, il est terminé depuis près de 3 ans. Puis là, en fait, je suis rendu à au-dessus de 400 pages d'un nouveau manuscrit complètement différent. Donc, il s'est occupé, il a recommencé à écrire. Fait qu'il se fait plaisir, là, il peut se garrocher. Maintenant que sa santé va mieux, là, il peut s'y mettre. C'est nous qui sommes chanceux que sa santé aille mieux. C'est nous qui vont en profiter bientôt là, de l'autre qui s'en vient. Oui, mais même malgré qu'il n'y avait pas une bonne santé, il s'est quand même permis de, si j'ai bien saisi vos commentaires, de nous pondre encore un futur best-seller. Ah oui, c'est sûr que ça va être un best-seller. J'ai été en arrêt d'écriture pendant plus de 2 ans complets dans ces années-là. Là. Il a souffert énormément. Oui. Moi, je sais. Ben, en tout cas, on est content que tu sois revenu en santé. Puis, oui. Moi, je ne parlerai pas encore de ton futur manuscrit parce que là c'est le facteur Vorlon. J'ai vraiment hâte d'en prendre connaissance. Je trouve ça le fun comme ça, dans les commentaires, puis de ne pas l'avoir lu. Puis justement, avant que j'oublie, j'ai une question qui a été soulevée, que le facteur Vorlon était une brique. Je ne sais pas si Lolita dit ça parce qu'elle avait les 2 parties, mais c'est à peu près combien de pages le premier roman, le premier tome? Le premier, je pense qu'il est environ, je pourrais vous même le confirmer là, c'est autour de 300 pages, 350 pages, là, je pense. OK. T'imagines fois 2? Tu ne peux pas le mettre en un seul tome. C'est impossible. Le deuxième est un peu plus réduit en termes de pages. Pas énormément. Non. Peu, parce que comme je te connais, non. Moi, je peux le dire, je le confirme parce que le premier tome se termine là où le professeur Vorlon arrive en jeu.
Et le deuxième commence alors que les personnages ont des réponses. C'est pas les réponses qu'ils attendaient, pas les réponses qu'ils espéraient. Non, pas du tout. Mais ils ont des réponses qui leur permettent d'avancer à un rythme qui dégringole, comment je pourrais dire, qui escalade. Il y a vraiment une escalade au niveau du second tome, une escalade massive, majeure. Oui, tout à fait. Je peux confirmer. Mais moi, je suis contente d'apprendre que le second tome, il sort au mois de mars parce que... T'attendras pas longtemps? C'est ça, parce que moi j'ai vraiment une allergie aux séries que c'est long d'un tome à l'autre. Quand tu arrives à la fin du tome, là, c'est comme, non, mais je veux la suite. Puis tu dis, hey, je vais attendre combien de temps? 1 an, 2 ans? Fait que je suis contente de savoir que je vais pouvoir le lire puis que je vais avoir la suite pas longtemps après. Surtout que le premier, il termine sur un méchant cliffhanger, sur un gros... C'est une grosse... Ben, c'est ça, d'où l'importance d'avoir, déjà de savoir la date où tu vas pouvoir te le procurer, c'est déjà un soulagement. Tu sais, tu dis, OK, je ne l'ai pas encore, mais OK, je vais pouvoir l'avoir là. Yes, t'es content, là, tu sais. Hey, c'est tous ceux qui vont lire avant. Je pense qu'au mois de mars, ça va se garrocher. Ouais. Les livres de 600 pages, c'était quelque chose qui était beaucoup plus rentable autrefois. Aujourd'hui, avec les augmentations du coût du papier et tout ça, les lecteurs sont pas prêts à dépenser un 50-60$ pour un livre de 600 pages. Donc, il y a un aspect stratégique. C'est sûr que pour le lectorat, plusieurs parutions, c'est toujours un gain au niveau du lectorat, mais il y a aussi le fait que les bouchées sont un petit peu plus accessibles dans le sens où, pour le portefeuille, ça fait... Ouais. Oui, regarde la deuxième version que tu as de La Rédemption de l'Ange qu'ils ont refait, là. Il y a moins de pages, puis ils l'ont écrit un petit peu plus petit parce qu'il aurait coûté trop cher maintenant à publier versus quand il est sorti. C'est ça. Et qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'à quelque part, ça soit rentable. Fait que c'est le même principe que ton livre. Parce que faut que tu en tiennes compte. Même moi, ma série que j'ai rééditée, je l'ai mis en police 11 pour diminuer le nombre de pages. C'est ça qu'on fait, ouais. C'est ça, puis tu veux laisser quand même le texte respirer. Ben oui. Fait que faut que tu joues en quelque part. Mon premier tome, Dreamwalkers, souvent les éditeurs vont calculer en termes de nombre de mots. C'est un chiffre beaucoup plus précis que le nombre de pages. C'est un livre de 600 pages, mais c'est un livre de 205 000 mots. Le premier tome, c'est énorme pour un premier tome, un premier ouvrage de n'importe quel auteur. Fait que c'est sûr que si c'était à republier aujourd'hui à partir de rien, je veux dire, pas connu, Alain Lafont, ces personnes, c'est probablement un livre qui aurait été coupé en 2, voire en 3 morceaux. On aurait peut-être eu une sexlogie. Probablement en 9 tomes, parce que chaque livre était divisé en 3 parties. Ouais. Ouais. Mais le facteur Vorlon, lui, il se divisait vraiment en 2. J'avais comme Alain dit, mon cliffhanger, là, mon coup de poing sur la gueule, il arrivait vraiment à ce niveau-là. Puis la suite, là, c'est vraiment une escalade. Là. Ouais, c'est mieux quand l'auteur prévoit qu'il va le couper en 2 parce qu'il peut vraiment prendre le temps de choisir le moment où ça va arriver parce que c'est important. Le moment où il fait ça, là. Ah oui, ça fait. J'aimerais pouvoir me donner ce... comment dire? Ce mérite-là. Oui, non, je cherche le mot, là, mais prendre pour moi le compliment de dire oui, c'était tout prévu. Non, il n'y avait rien de prévu, là. Quand j'écris mes livres, il y a toujours au moins 1, parfois 2 gros revirements de situation. Que tu n'as pas nécessairement prévu d'avance. Que j'ai prévu dans l'histoire, mais pas en fonction d'un découpage en tomes, vraiment en fonction de... Il y a certains auteurs qui contrôlent le personnage, qui contrôlent l'histoire, puis il y en a d'autres qui en sont l'esclave. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Moi aussi, quand j'écris. Oui. Ben moi, je félicite ceux qui arrivent à contrôler les personnages parce que je sais pas comment ils font. Que moi non plus. C'est 2 façons de voir, puis c'est 2 façons que je trouve legit. Disons que, par contre,
Ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est qu'il faut planifier. C'est ce qu'il faut faire des plans, faut faire des squelettes, faut mettre de la viande autour. Et c'est ce que j'ai appris à l'école qui m'a ralenti autant d'années. Sinon, j'aurais commencé à écrire beaucoup plus tôt. C'est le jour où j'ai décidé de laisser faire ce qu'on m'avait appris, puis de me lancer sans filet, que ça a vraiment, vraiment ouvert les portes. Justement, j'aurais une question par rapport au processus d'écriture de celui-ci. Si je comprends bien, ça vient de rêve ou ça a été... parce que c'est très... en tout cas, il y a comme une multitude de personnages. Je veux dire, est-ce que c'est des rêves, plusieurs rêves, un rêve, ou tu sais, comment ça fonctionne finalement, ton processus de création? Le rêve, c'est une idée de base. Puis l'idée de base part juste l'étincelle qui fait l'incendie. Celui-là, c'est deux rêves, en fait, deux rêves complètement différents. Il y en a un où le docteur Vorlon était présent. Le docteur Vorlon était un scientifique qui était en train de développer une technologie très spécifique, très révolutionnaire. Le second, c'était justement une femme, Mia, qui était dans une situation cobaye d'une expérience. Donc, du moins, c'était sa perception qu'elle était le cobaye d'une expérience, pas nécessairement de façon volontaire, alors que on va découvrir dans le facteur Vorlon qu'il y a bien des choses qu'on ignore. Et les deux idées ensemble, en fait, Vorlon, j'ai rêvé ce nom-là directement. C'était une formule mathématique avec le facteur V pour Vorlon, du nom du scientifique qui avait défini la formule mathématique. Très bon choix de mots. En tout cas, ça sonne. Oui, ça sonne, c'est accrocheur. Oui. Ouais. J'avais offert à mon éditeur de changer le nom. Ça aurait pu être matière noire, vu que la matière noire est une matière qui est extrêmement présente dans le livre, mais ça aurait composé avec la matière noire de l'univers, le terme physique. Et ça n'a rien à voir avec mon histoire. Pas du tout. Donc, moi, ce que j'aime dans cette partie-là, puis dans les bons romans, c'est qu'à un moment donné, t'arrêtes en tout cas, c'est mon cas, ça te fait partir, peut-être en temps parce que j'écris aussi, mais ça te fait partir dans des idées, dans des rêveries, dans des suppositions, dans un paquet d'affaires. C'est ça qui est le fun. Quand c'est bien étoffé, tu sais, tu restes pas en surface, tu plonges dans le récit, puis ça te fait rêver finalement, ça te fait sans jeu de mots. Ça te transporte, hein? Oui, absolument. Fait que c'est vraiment particulier. Puis en plus, comme je disais à Alain en privé, on en lit beaucoup des livres, puis on en voit beaucoup des trucs, mais tu sais, un truc vraiment original, que tu sais pas en tout dans quoi tu t'en vas, là, c'est rare. Puis ça, dans celui-là, ben c'est vraiment bien amené. Tu sais, c'est vraiment... Tout à fait. Tu tripes parce que tu sais pas ce que tu t'en vas du tout. Tu sais, t'as comme une idée, comme tu dis, c'est une expérience. Qu'est-ce que c'est exactement? On sait pas trop. C'est-tu un rêve? C'est-tu la réalité? On sait pas trop. On sait pas trop. Matière noire. Ouais. On se pose des questions, c'est quoi la matière noire? On sait pas trop. Exact. On sait pas trop. On a des idées. C'est ça. En même temps, on a les gens qui se réveillent, pas de souvenirs dans un endroit clos. Il y a le stéréotype qu'on voit dans les films, Cube ça, et il y a un paquet de films d'horreur qui ont exploité ce sujet-là. Et je voulais pas rentrer là-dedans. Oui, mes personnages se réveillent dans un endroit clos. Mais non, c'est pas à cause de la volonté d'un sadique. Une affaire de même, non. Ouais. C'est pas un sadique qui est derrière ça. C'est pas une expérience où est-ce qu'on veut les faire souffrir. Ça n'a rien à voir avec ce contexte-là. Donc, oui, il y a peut-être un sujet qui se rapproche légèrement de sujets déjà exploités, mais l'histoire, non, du tout. Mais déjà, en commençant, il se régénère. Tu sais, il se régénère au complet. C'est comme si qu'ils revenaient au monde, mais à la période adulte ou supposément où ce qu'ils étaient rendus dans leurs époques. En tout cas, je peux pas en dire trop. Mais ça, c'est pas... Parce que leur âge physique correspond même pas à leur âge mental. Ben, c'est ça. Fait on pense, les autres pensent que c'est leur état, mais là, je peux pas... Mais c'est pas quelque chose de déjà vu. C'est là que tu nous désarçonnes parce qu'on fait des suppositions, c'est pas ça. Et en plus, ben, l'aspect trailer que moi, ça me parle beaucoup. C'est qu'en plus, il y a un temps limite. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus, mais ils ne sont pas là ad vitam aeternam. Il y a une urgence de savoir qu'est-ce que trouver la solution. Et qu'on est gay. On n'est pas fin, on est méchant.
Ça fait partie de la 4e de couverture, donc je dévoile rien de terriblement secret en disant ça, mais mes personnages apparaissent du vide, ils se recomposent, les souvenirs sont incomplets, correspondent pas à leur enveloppe physique. Il y a d'atroces souffrances, mais mon personnage principal, Mia Donovan, quand elle arrive, elle apprend des gens qui sont là, qui ont vécu exactement la même chose qu'elle, mais que la réanimation n'est pas le seul processus en place qui est anormal, bizarre, inexplicable. Il y a les départs. Et les départs sont tout aussi terribles parce que la personne se décompose et disparaît totalement Soudainement. en une vingtaine de minutes. Ils n'ont même pas d'avertissement, ça arrive comme ça. Et le dernier arrivé n'est pas toujours le premier à partir. Donc, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de chacune des têtes. Je sais pas si j'ai le droit de poser cette question-là, mais là, ça reste que vous me répondrez si vous voulez. Est-ce qu'une fois qu'ils disparaissent, est-ce qu'on entend parler de ces personnages-là comme où est-ce qu'ils ont disparu? C'est une décomposition. Pour ceux qui se décomposent, c'est une décomposition, c'est pas mal. La fin. C'est pas mal la fin, là. On revient rarement de ça. Ouais. Mais dans le tome 2, il y a des personnages à la fin du tome 1, en fait. Il y a au moins 2 personnages qui disparaissent. Et au moment où ils disparaissent, je recommence ça. À la fin du tome 1, il y a un personnage qui disparaît. L'autre disparaît au début du tome 2. Et cette disparition-là n'est pas un départ conventionnel. C'est pas un départ où la personne se décompose, disparaît. Non, la personne, c'est juste qu'elle n'est plus là, on la trouve plus. Et là, on apprend vraiment toutes les implications du milieu dans lequel il se trouve. Là, on n'est pas juste assis sur le bord de la siège quand on est rendu à cette étape-là. On a la face dans le livre, puis plus rien autour existe là. Là, on est là, puis on veut savoir ce qui se passe. Puis il y a un élément de plus, il y a la matière noire en plus, tu sais, qui interagit, qui provoque, qui fait... La maudite matière noire. Ouais. Est-ce qu'on finit par savoir c'est quoi? Ben, ça a l'air d'être assez intriguant, la matière noire. Ouais. Est-ce qu'on finit par savoir qu'est-ce que c'est? Lis-le, tu vas le voir. J'ai l'impression que je ne le saurais pas avant le tome 2. Ah, c'est ça. C'est quelque chose. On obtient beaucoup de réponses au début du tome 2. Le docteur Vorlon qui arrive à la fin du tome 1 possède ces réponses-là. Mais le fait de posséder les réponses, ça ne veut pas dire qu'on possède la solution. Ça ne veut pas dire qu'il y a les solutions. Pas du tout. Mais là, le professeur Vorlon, j'imagine que c'est lui qui est le concepteur de la formule Vorlon. C'est son nom qui est utilisé dans la formule. C'est son nom qui est utilisé. C'est sur la page couverture. Qui est utilisé pour la couverture, oui. Docteur Vorlon, c'est un. Ah, ben, l'acheter cette semaine. Ben non, ouais. Oui, c'est ça. On va l'acheter cette semaine. Docteur Vorlon, c'est un génie, mais ce n'est pas qu'un génie. C'est parce qu'il y a tout un aspect humain derrière ça. Il y a eu de la dissimulation. Les gens ne savaient pas nécessairement pourquoi ils sont là, mais même à partir du moment où ils savent où ils sont, ça leur explique pas qu'il y avait toutes les réponses avant de s'embarquer dans cette aventure-là. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Puis l'aspect humain, j'aime beaucoup les personnages. Une vraie personne, là, c'est pas une. Généralement, il y a certaines personnes qui sont dans les teintes de noir ou blanc, et ces personnes-là sont généralement suivies pour ces problèmes-là. Mais la majorité des gens sont pas définis par du blanc ou du noir, sont définis par des teintes de gris. Un méchant est pas seulement méchant. Un méchant peut avoir des qualités. Quelqu'un qui est le gentil, il est pas seulement gentil. Le gentil peut avoir des défauts. Et quand on va extraire cet aspect humain-là, on va chercher beaucoup plus loin et les gens peuvent s'identifier beaucoup plus à nos personnages. C'est ça aussi la beauté des personnages, c'est que c'est pas manichéen. Il n'y a pas de deux camps super campés. Non. On ne sait pas, parce que ça peut changer, comme disait Lita tantôt, ça peut changer. Oh, dans le deuxième tome, ça change beaucoup. Okay. Oui. C'est une promesse.
Tu vas probablement avoir la chance de la lire, là, Alain. Je suis persuadé de ça. On s'en reparlera. Mais le second tome est complètement... Tu as créé une attente, en fait. Mais c'est surtout qu'il nous a désarçonnés dans le premier, mais c'est pire encore dans le deuxième. Ah, c'est tabarouette. c'est pire. C'est vraiment pas où on se pensait s'en aller, là. À la fin, moi, je trouve que c'est plus science-fiction à la fin. Au début, ça allait un peu. Puis le milieu de l'histoire, c'est plus fantastique, surnaturel. Puis à la fin, tu retournes dans la science-fiction. Mais le trailer est tout le temps là, le suspense est toujours intense. C'est quelque chose. Mais imaginez, pour ceux qui n'ont pas cette capacité-là d'écrire, ce que c'est de faire rentrer les gens dans vos rêves. Moi, je dis ça parce que moi, je suis pas une personne qui rêve. Bon, je dois rêver, mais je sais pas, je me réveille, je m'en souviens jamais. Donc là, c'est comme... C'est comme si on avait fait un film en 3 dimensions, tu as un portail, puis tu prends la personne par la main, puis tu rentres dans le portail avec elle, puis tu l'amènes dans ton rêve. Moi, je le vois comme ça. Tu le vois-tu comme ça, Alain? Moi, je le vois comme un autre univers complètement différent. Il y a des scientifiques qui disent que les rêves, premièrement, qu'on rêve en noir et blanc. C'est pas vrai. Pour la plupart du monde. C'est totalement faux. Dans mes rêves, je peux me souvenir de détails et je me souviens très bien des couleurs sur ces détails-là. Certains vont dire qu'on ne peut pas, que les seuls sens qui sont activés pendant les rêves, c'est un peu le sens de la vision, qu'on peut pas sentir des odeurs, qu'on peut pas... C'est totalement faux. Dans mon cas, il y a des odeurs que je peux sentir. Des textures. Des textures, des choses comme ça. Des sons, Il y a aussi d'autres théories qui sont des théories généralement acceptées qui disent qu'on ne peut pas rêver à quelqu'un ou à un lieu si on ne l'a pas déjà vu d'une façon quelconque. Je suis désolé, moi, je suis pas tout le temps moi dans mes rêves. Puis je suis pas... Lolita, je pense qu'elle peut se retrouver observatrice dans ses rêves. Les deux. Je suis dans la peau des personnages, mais je peux être aussi omniscient au-dessus et tout voir. Mais je comprends ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, où est-ce qu'ils s'en vont. Je suis un petit peu je suis omniscient. Moi, je suis dans la peau de quelqu'un, mais pas tout le temps dans la mienne. Je peux être dans la peau d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un caucasien, d'un homme noir, d'une petite vietnamienne. Je veux dire, j'ai vécu des rêves où j'étais vraiment dans la peau de différents personnages, de différentes ethnies, de différents sexes, de différentes religions, orientations sexuelles. Je suis pas confiné à ma vie. Je me diversifie dans mes rêves. T'es pas toujours en costume d'Alain? Non, du tout. Mais est-ce que ça peut être des vies comme, admettons, des vies que tu as peut-être expérimentées dans d'autres vies, d'autres existences? Je vais te donner la réponse que j'ai déjà donnée à un de mes lecteurs, parce qu'il y a un lecteur qui est arrivé à un salon du livre. J'ai toujours ce que j'appelle un spécimen dans un salon du livre. La personne approche puis elle dit « Votre livre, c'est ce que je vis. Votre livre, il y a des gens qui me poursuivent dans mon sommeil, il y a des gens qui veulent me tuer dans mes rêves. » Puis là, j'y fais signe, approche. Puis là, elle est sûre que écoute, là, on est complices, là, je vais partager une vérité puis je vais l'aider. Puis là, je dis « Je crois pas à tout ce que j'écris. » Tu viens de péter sa bulle. Et là, je pète sa bulle, mais... Et on voit la face qui change. Mais je ne crois pas nécessairement aux vies antérieures, ces choses-là. J'en ai pas de preuves et je suis extrêmement cartésien. Dans mes rêves, je suis souvent conscient. Je peux rêver que je suis sur d'autres planètes. J'ai même rêvé que j'étais d'autres formes de vie, là, à un moment donné. Puis c'est pas des choses que j'ai vues dans des films. C'était assez particulier. Puis des fois je suis conscient, donc j'ai déjà vu dans un rêve une porte avec en arrière tout l'héritage d'une ancienne civilisation. On cherchait comment ouvrir cette porte-là, puis je tape sur l'épaule du chercheur en disant regarde, la solution c'est ça. Dépêche-toi à ouvrir, ça va être une maudite bonne idée de livre qu'il y a derrière. Puis je suis à la veille de me réveiller. C'est choquant, hein?
Et je me suis réveillé. Oui, c'est choquant. Mais c'est pas grave. Je sais que ça va revenir à un moment donné. Les rêves peuvent avoir plusieurs années d'intervalle, mais Oui, ils finissent toujours par revenir. oui. C'est ça, le rêve. Chanceux. Le Mais- rêve, c'est ça. C'est la liberté totale, c'est le lyrisme sans aucun tabou, sans aucune restreinte. Mhm. C'est le cerveau Aucune limite. C'est ça. Ben, C'est ça. maintenant, on Ça peut dire donne- qu'on est chanceux, mais plus jeune, tu te poses des questions quand tu fais des rêves comme ça. Tu te sens pas comme tout le monde, là. Faut finir par l'assumer, mais c'est pas facile. J'en faisais peut-être plus jeune, j'ai peut-être mis un autre, je sais pas, mais aujourd'hui, oublie ça. Moi, je me réveille. C'est fou que je me souvienne de quelque chose. La seule chose qui va me rester en tête, c'est que j'ai fait un rêve weird. C'était quoi déjà? OK. J'ai un trouble du sommeil qui s'appelle la narcolepsie, donc par définition, je rêve plus que la normale. Ça, ça fait partie de moi. Puis la narcolepsie vient avec certains symptômes quand on est jeune, dont ce qu'on appelle les paralysies nocturnes et les hallucinations hypnagogiques, les hallucinations nocturnes. La fois où j'ai écouté Exorciste, la petite fille la nuit suivante était dans mon lit, puis la tête tournait. Wow. Et à cette époque-là, je ne savais pas que c'était la narcolepsie. Pour moi, c'est pas le fun. extrêmement réel. C'est pas joyeux. Non. C'est pas joyeux. Mais, d'un autre côté, il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Donc, il n'y a aucun rêve qui peut être un cauchemar une fois qu'on a vécu ça. Je peux être pourchassé par des vampires, des zombies, puis ça me dérangera pas. Je vais avoir du fun pareil. Parce que... Mais quand tu te réveilles, t'es stressé pareil, Alain, là. Tu te réveilles stressé pareil, même si tu sais que c'est pas réel. Non, moi, ça me réveille stressé. Faut que mon chum me réveille parce que je me bats dans le lit, là. J'ai du fun. Si je me fais mordre par un vampire, c'est pas compliqué. Je deviens vampire, puis c'est moi qui cours après les autres. Donc, tu diriges ton rêve quelque part? Ou... Des fois, pas tout le temps, mais qu'il soit dirigé ou pas, ça n'a pas d'impact. Les cauchemars, c'est une notion qui ne m'est plus familière depuis au moins l'âge de 12-13 ans. C'est quelque chose que je connais pas. Ça veut pas dire que je fais pas des rêves qui, pour d'autres personnes, seraient des cauchemars. Mais pour moi, vu que je suis dans un état qui m'énerve pas beaucoup, je peux quand même exploiter ces idées-là dans des livres. Je peux prendre, parfois, c'est pas nécessairement toute l'idée qui est bonne. Parfois, c'est juste un petit détail de l'idée, une pièce, un meuble, un accessoire. Ça peut être juste quelque chose de particulier qui Une va façon de penser. Une façon de penser. Un personnage, mes personnages ont pas nécessairement ma logique, ont pas mes valeurs, ont pas nécessairement votre logique ou vos valeurs, mais mes personnages ont toujours une logique et ils sont toujours cohérents avec leurs propres valeurs. Dans le fond, c'est ça. C'est une question que j'avais aussi. Dans le fond, c'est que à partir du rêve, tu bâtis là-dessus, en fait. Tu structures ton récit à travers des idées, des images, des personnages, des ressentis, des whatever. Le rêve, c'est la semence. L'imagination, c'est la croissance de l'arbre. Je vais te poser une question, Alain. Est-ce que tu as déjà rêvé tes fins? Oui, non, oui. Je ne sais pas. Plus ou moins parce que, comme je le disais, le rêve, c'est la graine qui fait pousser l'arbre. Mais mes personnages, quand ils prennent le contrôle de mon histoire, je l'écris, puis quand j'arrive à la conclusion, les Dreamwalkers, par exemple, quand je suis arrivé au 3e trône, mon personnage, un chapitre avant la fin, a décidé qu'il s'en allait à droite et il a bousillé complètement la fin que je préparais depuis 3 ans. Celle que j'avais planifiée. Tu n'as jamais rêvé ta fin? C'est pas ça que tu as fait. OK. Ben, j'avais une fin. Oui, mais c'est pas ça que tu as mis. Celle-là qui a... C'est ça. C'était meilleur. Je suis bien content que mes personnages aient fait ça, mais c'était meilleur, mais c'était pas celle que j'avais planifiée, c'était pas celle que j'avais vu venir. Puis, même chose pour le facteur Vorlon, j'ai jamais vu venir la conclusion avant d'arriver à la conclusion. Je pense que les personnages, leur personnalité que tu crées fait en sorte que oui, ils prennent le lead, oui, ils amènent, mais je pense qu'ils amènent pour le meilleur. Ben oui. Oui, parce que s'ils veulent pas que tu prennes une direction, ils ne te laisseront pas prendre, là.
Ils vont complètement t'envoyer ailleurs. Ils vont te donner une claque en arrière de la tête. Ils vont te dire, réveille-toi, là. C'est pas ça qu'on veut. J'ai essayé une fois d'écrire une scène comme moi je voulais et pas comme mon personnage voulait. J'ai niaisé pendant 1 mois à essayer de l'écrire. J'ai fini. C'est la seule et unique fois où j'ai déchiré une scène, je l'ai mis aux poubelles, puis je me suis avoué vaincu et j'ai été dans la direction que le personnage voulait et ça s'est C'était mis meilleur. C'est pas ma meilleure scène nécessairement, mais ça s'est mis à redébouler de façon naturelle. Ouais. C'était C'est ça. naturel après. C'est ça, c'est naturel. Ouais. Ça devient organique, en fait, parce que le personnage, il fera pas quelque chose de contre sa nature juste parce que tu as une belle scène ou une idée d'un flash. C'est ou, ça. tu sais, de le forcer dans un coin qu'il veut pas aller. Là. Dans un carcan qu'il veut pas mettre, là, ça fait pas. C'est ça. Ça Mais marche. c'est ce qui fait que les personnages deviennent entiers, deviennent vraiment une entité Incarné, en vivante. fait. Ouais. C'est ça. C'est plus le reflet de l'auteur, là. C'est plus ton vouloir, c'est leur vouloir. C'est ça, là. C'est ça qui fait la force d'un récit. Ouais. Parce que t'as pas essayé de faire croire quelque chose à ton lecteur. T'as pas essayé parce que même si tu veux essayer d'y faire croire quelque chose, ça sera pas crédible. Faut que le personnage, lui, puisse embarquer puis le transmettre. Sinon, le lecteur va décrocher, anyway. Il va dire, c'est ça, je m'en vais pas dans le bon sens, parce que ça fait pas de sens. Il y a une brisure, là, tu sais. Ça va jusqu'au point où le facteur Vorlon, j'ai un personnage qui s'appelle Ahmed, qui est un des personnages clés de ce livre-là. Ouais. Quand je l'ai inséré dans l'histoire, il avait la personnalité et l'agressivité de quelqu'un que j'ai déjà connu et que, honnêtement, je ne pouvais pas sentir. Je vais le dire comme ça. Mais il avait sa propre personnalité, il l'a développé et c'est un de mes personnages préférés dans le facteur Vorlon, dans la partie 2. Il a atteint une complexité complètement... Mes passages préférés, c'est ses répliques à lui. Les salauds qu'on déteste et qu'on finit par aimer. Oui. C'est parce qu'il est intègre, puis il n'est pas complaisant. Il fait ce que lui... C'est un survivant. C'est un militaire, c'est un survivant, il a vécu la guerre. Et il fait ce qu'il faut pour survivre. Puis ce qu'il faut, ça ne veut pas dire que c'est rose. Ça plaît à tout le monde, c'est ça. Non, ça ne plaît pas à tout le monde. Non. Effectivement. On est tannant, hein? Mais là, tu sais, c'est comme, combien c'est hâte. Mais déjà, ça fait longtemps que je dis que j'ai hâte de lire Alain Lafont. T'as pas lu les Dreamwalkers non plus? Non. Mais c'est parce que je suis comme, ça fait un bout, puis là, je me suis dit, je vais attendre de voir Alain pour les faire dédicacer. Puis là, j'étais un petit peu coincée dans mes désinences parce que je suis sur le dernier tome que finalement, je vais faire en 2 livres, justement, parce que sinon, il va être trop gros. Ben, c'est parce que je suis rendue à 160 000 mots. Puis il manque plein de stock. On coupe en 2. Fait que c'est ça, on va couper en 2. Fait que moi, j'ai de la misère à lire quelque chose quand je suis en plein dans le processus de création parce que, surtout dans des images, j'ai beaucoup de personnages. Puis si je m'en vais lire autre chose, je vais perdre mes personnages par rapport à ce que je veux lire. C'est ça. Fait que là, je me dis, faut que je le finisse. Fait que probablement que le facteur Vorlon, ça va être mon cadeau de Noël. Si vous voulez, je peux vous lire un petit extrait d'une de mes phrases que j'ai qui représente tellement bien Ahmed, par exemple. Oui. Vas-y, attends. Je vais te mettre en avant. Voilà. C'est du point de vue de Mia. Mia se remémore aussi Linda qui était en pleine agonie, qui appelait Ahmed avec un ton de supplication. À ce moment-là, Mia n'avait pas compris, mais maintenant elle faisait le lien. Linda conjurait Ahmed de la tuer, de mettre fin à ses souffrances. Et lui, il l'avait simplement regardé crever, le sourire aux lèvres. C'était horrible, inhumain. Et là, c'est Ahmed qui parle. Tu ne dis rien, mais je sais ce que tu penses, dit-il en se reculant sur sa chaise. Tu penses que je suis un monstre. Dans un cas pour avoir tué, et dans l'autre pour ne pas l'avoir fait. C'est contradictoire, j'espère que tu t'en rends compte. C'est ça le problème avec les scientifiques. Ils réfléchissent trop et ils finissent par ne pas agir. De mon côté, j'ai tendance à agir sans réfléchir. On a besoin l'un de l'autre, la psy. Parce qu'entre nous, j'aimerais beaucoup mieux sortir d'ici que de devoir remplir ma promesse envers toi et te tuer.
Je me rappelle de ce passage-là. Wow! Ça promet. Ça, Fait c'est que- dans le premier tome ou dans le deuxième? Là, c'est un extrait du deuxième que je viens de livrer en primaire, mais qui montre la richesse Du personnage. du personnage qui a son propre système de valeurs, qui est capable de regarder quelqu'un crever, mais qui est capable de dire, de tuer quelqu'un et pas s'en sentir plus, parce que dans sa tête, dans un cas, c'était justifié, dans l'autre cas aussi. Donc, il peut aussi bien voir quelqu'un souffrir que de faire... D'abréger ses souffrances. D'abréger ses souffrances. Et dans sa tête, c'est 2 actes acceptables. Il est très fort. C'est un des passages qui me fait triper dans ce coin-là, parce que j'ai vraiment été chercher ce que je voulais chez ce personnage-là. Ça représente tout ce que je voulais donner. Donc, on va préciser, la sortie du facteur Vorlon, tu m'as dit, c'est le 31 octobre. Donc, Yes. à partir de ce moment-là, il va être disponible en librairie. Exact. OK. Puis là, tu vas faire les lancements que tu as envoyé des invitations sur Facebook au mois de J'ai novembre. envoyé des invitations pour les lancements, mais c'est sûr que là, j'ai une capacité limitée pour les salles, donc j'inviterai les gens s'ils veulent venir me rencontrer. C'est sûr que je vais être au Salon du Livre de Montréal. Je dirais une bonne partie du salon. Donc, ça va me faire plaisir pour mes anciens lecteurs, pour les nouveaux. Venez me rencontrer. Puis, je vais probablement être à celui de Québec aussi, mais à Québec, ça se fait en avril. Ça fait qu'à ce moment-là, je devrais avoir les 2 tomes avec moi. Ça, c'est cool. Pour le Salon du Livre de Montréal, est-ce qu'il y a un endroit, ils vont pouvoir aller voir sur le site de Béliveau, sur tes choses à toi, pour connaître tes horaires de disponibilité? Béliveau, lui? Goélette. Ah non, c'est vrai, Goélette. Excuse, c'est pas le qui est là. Béliveau, c'est moi. OK, sur le site de Goélette, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, tes disponibilités vont être mentionnées. Là, on est présentement à la période où ils sont en train de faire les horaires. Donc, j'ai eu un aperçu de ce que je risque d'avoir et c'est pas mal les après-midi, je devrais être présent. Mais je veux pas donner les heures tout de suite parce que c'est quelque chose qui peut changer tant que c'est pas officialisé. C'est ça, c'est juste que les gens puissent savoir où ils peuvent trouver tes horaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir la possibilité d'avoir une dédicace. Sur le site de Goélette et sur le site du Salon du Livre, sur ma page Facebook, je vais les annoncer, c'est sûr et certain, là, dès que ça va être coulé dans le béton. Je vais avoir aussi les Dreamwalker avec moi. C'est une trilogie qui a quand même été publiée 3 fois, réimprimée 4 fois, donc c'est une trilogie qui s'est très, très bien vendue, qui a eu d'excellents commentaires. Qui a moi, je l'ai lu et je vais la relire encore. J'ai trop aimé. Je l'ai écrit et je l'ai relu pour le plaisir, à un moment donné. C'est avec cette série-là, moi, que j'ai découvert La Plume à Alain. Je l'avais vu dans un live, dans un groupe de lecture. C'est là que j'ai découvert qu'il avait la même capacité que moi de se souvenir de ses rêves, de s'en servir pour ses histoires. Puis j'avais les 3 livres dans mes tablettes, je les avais pas lus encore. Le soir même, je lui ai écrit. Puis j'ai commencé à lire, puis on est devenus amis depuis ce temps-là. Je les ai dévorés, ces 3 livres. Puis c'était le fun de retrouver mon côté masculin parce que je pensais que j'étais un extraterrestre. Mais il y en a un deuxième sur la planète, c'est le fun. Ben moi, j'ai pas lu les Dreamwalker avant, puis ça, c'était une question d'ego. J'ai commencé en n'aimant pas Alain, que je ne connaissais pas, jusqu'à ce que je le connaisse, puis j'ai dit, Colin, il est trop... Des fois, je peux pas l'aimer. Mais c'était vraiment une question d'ego. Du mien et non pas du sien. Non, moi, j'étais même pas au courant qu'elle me détestait, donc j'ai toujours apprécié. C'est encore plus drôle. Je ne connaissais pas. Non, mais je pense que ça reste une joke, là. Ben oui. Je pense que la première fois, je l'ai vu, puis j'ai dit, oh, Colin, il est trop... Je peux pas l'haïr. Il est comme... Tu te sens pas chambossé dans ce temps-là. Mais depuis ce temps-là, je me dis, écoute, faut que je lise les Dreamwalker. Ben, j'ai entendu
que des bonnes choses. Raison supplémentaire pourquoi avant, il n'était pas question que je les lise. Du Alain Lafont, il n'est pas question. Surtout les Dreamwalker. Alain, c'est pourquoi. Ça nous a mis. Ben non, c'est pas vrai que ça nous a mis en compétition, mais moi, avec mon ego, c'est ce que j'ai décidé. C'était la perception. Mais Dreamwalker, c'est une aventure en soi parce que comme nouvel auteur, quelqu'un qui décide d'écrire un petit livre de 200 pages et qui finit avec une trilogie de 1800 pages, je veux dire, je l'ai fait, je le regrette pas, j'ai eu d'excellents commentaires, ça a été un succès, ça en est encore un, ça se vend toujours, mais je ne le recommande à personne. Si vous voulez vous tirer dans le pied en tant que nouvel auteur, faites ça. Une trilogie de 1800 pages, là, vous pouvez échapper des ficelles de partout, des histoires secondaires, vous pouvez faire des incohérences. C'est pas un exercice à faire comme premier ouvrage. Attendez d'avoir un petit peu plus d'expérience. Qu'est-ce qui m'a passé comme bulle au cerveau? Je ne sais pas exactement. L'histoire, elle me travaillait trop. C'était une histoire que j'ai rêvé à l'âge de 7 ans, 15 ans, 25 ans. Hey, tu fais comme j'ai fait avec Cali. Enfant, ado, jeune adulte, plus vieux. Ben voyons donc. Oui. Puis certaines scènes particulières de Dreamwalker, c'est des scènes que j'ai vécues à ces différents âges-là, où j'avais un âge différent, où les personnes qui étaient avec moi ont vieilli en même temps que moi. Je veux dire, quand j'ai commencé à 7 ans, c'était des enfants. Quand j'ai vieilli, c'était des adolescents, sont devenus des adultes. Puis quand on se revoyait, on se donnait des nouvelles comme si c'était des vraies personnes. Mais on s'est suivis, mais ça ne veut pas dire que je crois qu'il existe vraiment. Mais ça m'a donné comme idée, comme viande, et si c'était vrai, si c'était un pouvoir, puis que c'était des vrais gens que j'aurais rencontrés, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et ça donnait Dreamwalker. Donc l'histoire voulait vraiment sortir depuis des années, des années, des années. Mais ceux qui m'écoutent et qui veulent écrire, ne faites pas ça. Mais ça, ta phrase ici, ben pas ta phrase, ces deux mots-là ici. Moi, je trouve qu'au niveau écriture, c'est... Parce que moi, c'est pas ce que je rêve, mais c'est une phrase que j'entends ou c'est une idée qui me passe par la tête. Puis je me disais, ouais, mais ici. À peu près un élément déclencheur. Ouais. C'est notre piton en off. Oui, parce que là, ici, de quelque chose de banal, le ici devient extraordinaire. Pourquoi pas? Ici, pourquoi pas? Le facteur Vorlon, c'était ça aussi, c'était ici. Et si il existait quelque chose, Vends pas le punch! Non, c'est ça, j'essaie de me contrôler. S'il existait une porte magique, un labyrinthe sans début et sans fin qui passait au centre de l'enfer, qu'est-ce que ça pourrait donner? Si tu vends le punch, je peux le couper. Mais je serais triste. Non, il l'a pas vendu! Je serais triste d'en être témoin. Je ne l'ai pas vendu, mais ça donne la saveur de l'histoire parce que, oui, je l'ai dit un peu, la science-fiction, c'est l'enrobage du bonbon. C'est le contexte de l'histoire se passe dans un contexte un peu de science-fiction. Mais l'histoire en tant que telle, l'essence de l'histoire, le sang qui circule dans les veines de l'histoire, c'est du fantastique. C'est des gens qui sont dans... Et comme Alain disait, du thriller psychologique. Ouais, c'est des gens vraiment. qui sont dans une atmosphère de paranoïa, ils ont des symptômes, des migraines, des maux de tête, des éruptions cutanées, ils ont des hallucinations qui sont beaucoup trop réelles pour être des hallucinations simples comme tout le monde. Ils sont dans un milieu dont les règles malsains, hostiles, dont les règles ne sont pas stables. Donc, c'est vraiment... Ils ne connaissent pas les règles, pas du tout. Pas du tout. Fait que c'est ça qui est pénible. Ils n'ont pas de manuel d'instruction. Puis à chaque fois qu'ils pensent avoir une solution, c'est comme si que toutes les lettres dans le manuel d'instruction se mélangeaient. On essayait de faire une phrase ça. Non plus, on ne laissait pas les règles. C'est ça qu'on compte en page. Mais c'est pas comme des histoires comme Lost où est-ce qu'on finit la dernière saison puis on n'a toujours aucune connaissance des règles. Non, ça c'est perdu, ça. Ça, c'est perdu, ça. Ouais. Non, il va y avoir
les réponses vont se Oui. donner. Ouais. Entièrement, Heureusement. 100%. Oui, moi, j'aime Oui. pas ça quand on me laisse sur des... Lost, là, j'ai tellement suivi, j'ai tellement tripé sur cette On a tellement été émission-là, dessus. puis jamais je le réécouterai à cause de la fin. C'est comme si il avait donné la fin à une personne étrangère, puis il aurait dit « Ah, écris n'importe quelle fin, on va mettre ça en dernier. » Parce que ça ressemble à ça. Oui, parce qu'il y a plein d'affaires qu'on n'a pas de réponse. Non, non, tu parles de ta matière noire, ben dans Lost aussi, il y a un genre de nuage de fumée. On ne sait pas. Ridicule. Mais là, tu vas avoir des réponses. Puis une fois qu'on a les réponses, l'ensemble est cohérent. Oui, tout s'emboîte. Tout. C'est ça. Mais c'est ce qui est le fun des livres, parce que souvent, tu sais, tout le monde, je pense que vous allez être d'accord avec moi que tout le monde rêve de voir un jour un de ses livres à l'écran. Bien sûr. Sauf que, oui, la magie de l'écran, c'est wow, c'est fantastique, mais ils ont moins de temps, ils ont moins de jeux, puis ils laissent souvent passer les incohérences, parce que même quand le livre est écrit puis que les cohérences viennent, ben pour laisser planer du suspense, pour pouvoir supposer peut-être une suite si c'est hyper populaire, ben c'est là qu'à un moment donné, que l'histoire, qu'il y a une crédibilité, la perd. Mais moi, j'avais un étudiant en cinéma pour le premier tome de Dreamwalker qui a fait tout le plan de scène parce qu'il trouvait que le livre était suffisamment intéressant pour ça, puis ça a été son projet de session. OK. Donc, mon plan de scène est fait. Il resterait juste à le convertir en scénario, mais c'est tellement dur de trouver un réalisateur, mais la quantité de monde qui m'ont dit que Dreamwalker pas en film, parce que... Non, en série, il y a trop de bagages dedans. Non. Ouais. Non, en film, tu vas l'amputer du 3/4, ça n'a pas d'allure, là. Ça serait une série de 8 épisodes. Ce qu'on a calculé, puis le plan, c'est une série de 8 épisodes par tome. C'est plus logique. Ouais. Vraiment. Peut-être un jour. Hein? On lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers. Écoute, ça serait le fun. J'ai demandé à l'intelligence artificielle. J'ai 2 images qui sont liées, des images type, des images centrales de Dreamwalkers. Puis Vorlon, ben la couverture que tu as montrée, écoute, puis c'était pas facile, Vorlon, parce que Vorlon, je m'en suis pas rendu compte en l'écrivant, mais c'est une histoire un peu en noir et blanc dans le sens où les murs, c'est la matière noire. Les plafonds, le plancher, c'est blanc. C'est pas un milieu où il y a ben de la couleur, là. Non, c'est un milieu qui est relativement monochrome. Ouais. Donc, la couverture le rend bien. La couleur, elle est là, mais elle peut pas sortir de là. Parce que de plus en plus, elle est grugée dans leur... Ça gruge ce qu'ils ont comme couleur, là, est en train de se faire écraser par la matière noire. Toute Moi, je le vois comme ça. La matière noire va chercher tout ce qu'il y a de bon. Tout ce qu'il y a de bon. Elle est gourmande. Bien, sur ça a été vrai. Moi, je continuerais là, des heures encore, mais là, il faut mettre une limite. Merci d'avoir été là. On a eu un pod de lecture vraiment génial. C'était cool. Je pense que tout le monde va avoir hâte à la sortie du livre. Merci à tout le monde d'avoir été là. On va passer un petit moment avec chacun de nos invités qui vont vous parler justement des événements, des choses qui s'en viennent avec eux autres, leurs livres. Écoutez, ils vont tous passer chacun leur tour. Alain, c'est à toi. Ben, merci d'avoir assisté, d'avoir écouté le podcast. Ça fait extrêmement plaisir. Le Facteur Vorlon, c'est mon retour un petit peu sur la scène depuis plusieurs années où j'ai dû en être écarté pour des raisons de santé. Le Facteur Vorlon, c'est un livre de mystère, c'est un livre de psychologie, c'est un livre qui va aller chercher une profondeur dans la psychologie des personnages, la paranoïa, les hallucinations. Et j'espère que vous apprécierez. J'espère que vous aurez l'opportunité de le lire. Mes prochaines activités, il y a mes lancements. Pour ceux qui seraient vraiment, vraiment intéressés, vous pouvez me contacter. Il va y avoir un lancement
à Saint-Eustache en début novembre, un autre vers la mi-novembre à Longueuil, sur la Rive-Sud. Puis sinon, je vous dirais que l'endroit privilégié pour venir me rencontrer, se procurer vos exemplaires, ça serait de venir au Salon du Livre de Montréal. L'horaire est à déterminer, mais c'est déjà certain que je vais être présent. Probablement à celui du Salon de Québec. Le Facteur Vorlon, c'est le premier tome qui sort le 31 octobre, donc disponible en librairie dès le 31 octobre, déjà en précommande si vous voulez. Le second tome est déjà planifié pour le 15 mars. C'est pas quelque chose que vous allez attendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui est déjà parti sur les presses. Donc, et c'est la conclusion. Donc, pas une saga non plus, là. Vous allez obtenir l'ensemble et la totalité de toutes les réponses qui vont être soulevées, des questions soulevées dans le premier tome. Je vous remercie encore une fois. Merci à Lolita pour sa superbe chronique, Alain pour ses commentaires ultra pertinents, Pascal pour ta bienveillance et toute la visibilité que tu donnes aux auteurs sous une formule qui est plutôt originale parce que à la mode, je vous dirais que c'est les lives, mais les podcasts, c'est quand même une belle formule et c'est vraiment très apprécié ce temps que vous donnez là aux auteurs. Donc, un gros merci. Merci, Alain. On va passer avec Alain Leclerc. On va te mettre en avant. Donc, Alain, qu'est-ce qui s'en... Oups! Mauvais Alain. On va faire un switch. On recommence. Donc, Alain Leclerc, qu'est-ce qui s'en vient de ton côté? Le 30 octobre sort Le Cœur des Ténèbres, qui est un recueil de nouvelles que je co-organise avec les Français Anthony Gallego et Julien Léon, dont une certaine Lolita a un texte dans ce recueil-là aussi. Je fais partie aussi d'un truc un peu hybride. On est 8 auteurs. J'ai été recruté par Éric Kennel et Annie Bélanger. On est 8 auteurs dans Ténèbres et compagnie. On s'auto-promeut, si on veut. Puis dans ce groupe-là, on peut retrouver sur Facebook, j'ai sorti ce petit recueil, Histoire de vengeance. C'est 3 petites nouvelles, évidemment, sous le thème de la vengeance, qu'on peut se procurer sur Amazon pour un petit 10$. J'aurai 3 recueils, 3 mini-recueils, donc La vengeance. Près de l'Halloween, ça va être Fantastique horreur. Et un peu plus tard, ça va être Histoire de cœur. Donc, 3 nouvelles avec des thématiques précises pour un peu faire découvrir ma plume. Ensuite de ça, je fais partie aussi du recueil français Zone 24 qui sort le 1er novembre prochain avec une petite histoire lumineuse. Et en gros, c'est à peu près ça. Sinon, je co-organise le Salon passager de la Montérégie qui sera le 9 novembre prochain à Sainte-Catherine. Et petit scoop, un gros changement de cap pour 2025. Je délaisse un peu les recueils et puis les salons pour me concentrer beaucoup sur l'écriture de mon premier thriller, le roman. Et je fais partie aussi de 2 autres projets secrets, mais des romans en compagnie d'autres auteurs que je ne peux pas tout à fait détailler pour le moment, mais que vous en saurez un peu plus en 2025. Fait que c'est ça pour moi. Et le Facteur Vorlon, évidemment, 31 octobre, en librairie. Merci, Alain. Va falloir s'organiser, enfin, un roman de Alain Leclerc. Ouais, il va falloir s'organiser pour booker un pote de lecture juste pour ça. N'importe quand. N'importe quand. Ça va être le fun parce que ça va être un des premiers événements où Alain va se porter tout seul et ne portera pas les autres. Ça va être vraiment lui-même qui va... L'entièreté de l'œuvre, c'est Alain Leclerc. Il va déployer ses ailes enfin. Oui. J'espère faire honneur à Alain, puis à Lolita, puis à toi aussi. C'est même pas inquiétant. On n'a aucun doute. Aucun doute. Donc, Lolita, je te ramène là. Donc, Lolita, et toi, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, merci premièrement pour cette belle visibilité. Puis, comme je disais, le Facteur Vorlon, c'est un coup de cœur, je vous le recommande.
Et les podcasts, ça permet de parler, de discuter différemment, puis de parler des auteurs. Alors, ce qui s'en vient pour moi, comme Alain Leclerc le disait tout à l'heure, Cœur des ténèbres, j'ai la chance de participer à ce collectif qui recueille la Belgique, la Suisse, la France et le Québec. J'ai un texte au travers de ça, puis c'est un livre qui sort pour ramasser des fonds pour l'autisme. Après ça, je viens juste de sortir La Rédemption de l'Ange, la réédition spéciale 15e anniversaire. Un livre qui, à la base, quand il est sorti, avait eu un beau succès, mais malheureusement, la maison d'édition avait fait faillite. Et mon nouvel éditeur, Béliveau, qui ont sorti au printemps mon premier tome de Cali, le maître des clés, et qui est désormais en Europe. Je l'ai appris hier et j'étais folle comme un balai. Oui, j'étais contente. Ils ont ressorti La Rédemption de l'Ange, et à l'intérieur de La Rédemption de l'Ange, il y a un petit chapitre bonus qui va vous donner une piste sur ce qui s'en vient parce que la suite est attendue depuis très longtemps. Donc, au printemps, on va avoir la suite de Cali. Et à l'automne, on va avoir la suite de La Rédemption de l'Ange. J'ai aussi un collectif qui s'appelle le Domaine de Harley, qui est un petit peu sur la glace pour X raisons, qui va regrouper des histoires dans une maison sur 7 époques différentes, pas avec des happy end, qui va expliquer c'est quoi la genèse, c'est quoi l'origine de cette maison-là. Ça va être un autre collectif. Puis, je serai au Salon du Livre de Montréal à la fin de novembre. Le 14 décembre, je serai en séance de signature à la librairie Harvey d'Alma. Et le 15 du lendemain, je serai en séance de signature chez Renaud Bré à la Place du Royaume, Mashkoutimi. Puis au printemps, je devrais faire quelques salons, sûrement le Salon de Québec. Les autres, c'est pas encore déterminé. Mais pour le Salon de Montréal, je vais avoir beaucoup d'heures vendredi, samedi et dimanche matin. Alors, je vous reviendrai avec l'horaire que je vais diffuser sur mes réseaux sociaux. Puis, pour les gens qui me cherchent, à cause de mon prénom, parfois, c'est difficile de me trouver. Lolita, il paraît que c'est péché de s'appeler comme ça, puis ça porte à confusion. Alors, il faut que vous cherchiez Loli Leblanc, autrice, ou vous m'écrivez sur Messenger, puis à ce moment-là, je vais être capable de vous accepter. Je discute avec Facebook ce temps-ci pour régler le problème, et c'est très, très compliqué. Alors, merci à ceux qui vont regarder ce live. Ce podcast. Merci pour l'invitation. Et à tout le monde, je vous souhaite une automne remplie de belles découvertes dans la lecture, parce qu'on a des Moses de bons auteurs au Québec. Ça vaut la peine de le dire. Moi, je les mets de l'avant aussi souvent que je peux. Il y a du talent, il y a du génie, il y a tout ce qu'il faut pour vous captiver. Puis, je sais qu'en général, les gens, une fois qu'ils ont découvert leur auteur chouchou, ils vont les suivre, puis ils vont acheter tous leurs livres. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci, Lolita. Félicitations pour ta présence en France. Je vais me prendre je vais me mettre en avant, je vais me prendre 2 minutes pour faire ma promotion. Pour moi, ça ne sera pas très long. Fait que, à part mon cadeau de Noël que je vais lire, Le Facteur Vorlon, je travaille encore sur Epsilon que j'avais promis pour septembre, mais oui, il va être en 2 livres, donc le dernier tome de la série est plus long prévu. Donc, je travaille vraiment pour que ce soit une perle. Là, quand c'est le dernier, on veut vraiment avoir le bonbon de toute la série. Donc, c'est ça. Ça s'en vient pour la fin de l'année, puis probablement au printemps pour le 2e livre, justement pour pas qu'il y ait beaucoup d'attentes. Super. Des activités bientôt? C'est bientôt. Non, je te demande si tu as des activités, toi, de prévues. Non. Oui. Lire Le Facteur Vorlon à Noël. J'ai oublié de mentionner un petit truc. Il est trop tard pour que je l'ajoute? Non. Il n'est jamais trop tard. Je voulais spécifier que la série Cali, tout comme certains auteurs, ça est parti d'un rêve que j'ai fait très jeune, puis c'était tellement gros que c'était plus gros que l'Annuaire de Montréal. Donc, on a décidé d'en faire 5 tomes. Fait que pour les gens qui l'ont lu, qui l'ont aimé, puis qui ont hâte d'avoir la suite, ça va suivre assez régulièrement, parce que je ne veux pas faire traîner l'histoire. Puis si les 5 tomes, vous embarquez, vous les aimez, vous êtes captivés, j'ai commencé à rêver une possibilité de 2 ou 3 autres tomes suite à cette série-là. Fait que c'était ma petite nouvelle pour Cali. Puis à l'intérieur aussi, j'ai une petite surprise avec un code barre, une petite nouvelle inédite de 3-4 pages. Excellent, génial. Merci à tout le monde. Je suis tellement contente de votre présence. J'espère vous revoir dans d'autres pods de lecture.
Justement, je vais avoir une petite conversation avec Lolita pour ce qui s'en vient chez elle en mars. On va tenter une invitation pour l'avoir au pod de lecture du mois de mars prochain. Donc, merci d'avoir été là. Merci tout le monde. On va suivre le mois prochain avec un autre pod de lecture. Continuez de nous suivre, continuez de nous écouter. Puis, si y a des responsables des Funko Pop, ben, ça me ferait plaisir d'être commandité. Ça vaut la peine parce que madame fait briller la littérature québécoise. Alors, plus elle va avoir d'encouragement, de commandite, puis plus elle va pouvoir en faire. Exactement. Ouais. J'allais dire justement merci pour ta générosité, Pascal. C'est très, très gentil de ta part de faire briller les autres auteurs autour de toi, alors que toi-même, tu étais une auteure exceptionnelle. Oui, mais c'est aussi un plaisir. C'est aussi, je veux dire, je sais pas si vous avez eu autant de fun que moi ce soir, mais je veux dire, c'est comme se retrouver au restaurant avec des amis. Avec des amis. Discuter de, justement de ce qu'on aime le plus, la littérature. Oui. Ben, c'était facile. J'avais le choix d'inviter les bonnes personnes et des personnes agréables. Ben, en passant, Alain, si je ne m'abuse, j'espère que je ne me trompe pas. Non, Alain Lafont. C'est le premier auteur. Alain Lafont, oui, en haut. Oui. Ben, non, c'est mélangeant. En tout cas, hein, c'est ça. Tu es le premier auteur en maison d'édition traditionnelle que le pod de lecture reçoit. Wow! Oui. Merci. Tu casses la glace. Exactement, mais j'aimerais ça avoir un beau melting pot d'auteurs auto-édités et d'auteurs édités. Mais en fait, je fais partie des deux mondes, hein? Oublie pas ça, parce que oui, je fais partie des deux mondes. J'ai commencé comme avec ma propre maison d'édition parce que les Dreamwalkers, c'était énorme et c'était pas nécessairement pour un nouvel auteur, un livre de 600 pages, c'est pas excessivement vendeur pour un éditeur. C'est parce que j'ai réussi à le pousser qu'on est venu me chercher, mais je fais partie des deux mondes et moi, je vois j'ai eu une excellente expérience des deux côtés. Je ne regrette aucun des deux côtés. Donc, sur ce, merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, dépendamment au moment où vous l'écoutez. Donc, n'oubliez pas, Le Facteur Vorlon va sortir à partir du 31 octobre. C'est un roman à ne pas manquer. Vous allez pouvoir le trouver dans toutes les bonnes librairies. Si vous allez au Salon du Livre de Montréal cette année, on est en 2024, précisons, Alain Lafont va être là en séance de dédicace. Au stand Goélette. Aussi va être disponible à Montréal. Donc, si oui, j'ai pas... Oh, Colin. Lolita au stand de Béliveau Éditeur. Moi, ça va être au stand de Goélette. Donc, si vous avez déjà des livres de ces auteurs-là qui ne sont pas dédicacés, vous pouvez, pour la même occasion, les apporter. Ça va nous faire plaisir. J'ai tellement signé de recueil Maudit 3 parce que j'ai une nouvelle dedans. Ça doit arriver souvent, Alain aussi, hein? Alain Leclerc. Les gens qui les apportent peuvent être signés souvent, hein? Souvent. Puis j'ai pas d'imaginaire aussi. Oui, Lafont aussi. Alain aussi. C'est vrai, toi aussi. On en a signé pas mal, hein? C'est le fun. Allez les voir, ces deux-là sont très généreux aussi en salon avec les lecteurs. Ces trois-là, en fait. Toute la gamme. On a des problèmes de doigts. Donc, merci. On se revoit le mois prochain. Bye bye. Bye bye.